L'action du film commence tôt le matin à Los Angeles. Un homme nommé Mike se prépare pour aller travailler. Il fait particulièrement attention à ne laisser aucune trace. Même les cheveux tombés sont soigneusement ramassés. Dans sa voiture, Mike suit sa destination grâce au GPS. Tout cela pour bloquer la route à une intersection au moment précis. Quand la cible sort de son véhicule pour découvrir la cause du bouchon provoqué par deux voitures, Mike, masqué, la menace avec un pistolet. Il ordonne à sa cible de monter dans le coffre, lui prend son téléphone, puis se dirige vers une bijouterie dont le propriétaire a commandé le transport de diamants avec escorte. Avec le téléphone volé, Mike envoie un message au client en se faisant passer pour le gardien. Il ne manque qu'un mot de passe. Le bijoutier remet à deux coursiers un coffret contenant de faux bijoux. Les vrais diamants, il ordonne de les fixer à leurs chevilles pour déjouer les éventuels voleurs. Le propriétaire précise que le gardien accompagnera les coursiers. Les deux voitures avancent vers le point de rendez-vous désigné. En se garant, Mike, toujours masqué, menace les coursiers avec son arme et leur montre une photo de leur domicile, les menaçant de s'en prendre à leur famille s'ils ne remettent pas leur téléphone et leurs armes. Mike ordonne au coursier principal de lui remettre les vrais diamants. Il sait pertinemment que le coffret ne contient que des faux. Après avoir obtenu ce qu'il voulait, Mike libère le vrai gardien du coffre et prend la fuite. Le jeune coursier, qui avait apporté son propre pistolet, tire sur Mike, mais le rate. Le voleur, surpris par ce coup d'éclat, appuie sur l'accélérateur et disparaît rapidement. L'agente d'assurance Sharon examine les biens d'un riche client, Monroe. L'homme ne veut pas signer le contrat à la hâte. Il propose d'abord à son invité de s'initier au tir. Près de la piscine, Sharon prend sa jeune fiancée pour sa fille. On apprend qu'ils vont bientôt se marier, et que le riche souhaite également les assurer. Mais soudain, ce qui devait être une belle histoire se transforme en tragédie annoncée. Le détective Lulu Besnick arrive sur les lieux du crime. Lui est convaincu que le délit a été commis par un voleur qu'il cherche à identifier depuis longtemps. Son partenaire pense que le détective complique inutilement l'enquête. Le lieutenant lui dit de se trouver un autre partenaire. Avec lui, il n'ira jamais nulle part dans sa carrière. Mike remarque à ce moment-là que son masque est taché de sang. La balle, en passant à côté, a brisé une vitre, et un éclat l'a légèrement blessé. Sharon fait un rapport à son supérieur. Monroe n'a toujours pas signé le contrat. Elle espère une promotion, mais la décision est encore en suspens. Mike retrouve son complice, Manny. Ils discutent du prochain cambriolage, mais le voleur souhaite décliner. Trop de variables, comme en cours de maths, et encore, lui c'est plutôt un littéraire. Il y a trop de victimes potentielles. Rentrant chez lui, Mike finit par choisir un autre cambriolage et se plonge dans le dossier de Sharon. Le lendemain matin, il retrouve au café le hacker Devon, qu'il paie pour pirater ses réseaux sociaux et sa messagerie. Sharon est convoquée en réunion. L'entreprise a une nouvelle jeune employée, Madeline, à qui l'on confie le dossier Monroe, presque prêt à signer son contrat de plusieurs millions. Sharon, elle, est envoyée par son supérieur à la police pour être interrogée au détecteur de mensonges au sujet du cambriolage de la bijouterie. Elle aurait pu l'organiser pour toucher l'assurance. Manny retrouve un jeune complice, un motard blond nommé Armand. Le vieil homme lui confie le cambriolage que Mike a refusé. Il a l'air déprimé. Il n'est ni le premier ni le dernier. Le voleur se retrouve par hasard impliqué dans un accident de la route. Une fille prénommée Maya le percute par derrière. Il veut régler l'affaire en liquide, mais elle insiste pour passer par les voies officielles. La voiture appartient à son patron. Ils échangent donc leur numéro de téléphone et attendent la police. Le détective lui retrouve Sharon, qui lui demande d'interroger les victimes du cambriolage au détecteur de mensonges. Puis il retourne au commissariat, où il expose ses soupçons à ses collègues. La série de cambriolages le long de l'autoroute 101 serait l'œuvre d'un voleur méthodique. Ses collègues ne partagent pas son enthousiasme. Même le capitaine lui demande de ne pas se montrer trop rigide et de ne pas nuire aux statistiques de résolution du service. Quand un livreur apporte une valise de diamants à la bijouterie, le motard Armand fait irruption. Il menace les employés avec une arme, leur ordonne de se coucher, frappe le livreur, lui arrache la clé et s'empare de la valise. Pour ne pas avoir à revenir, il rafle également les bijoux en vitrine. Mike invite Maya à dîner. Ils se retrouvent dans un restaurant chic, où la jeune femme lui annonce d'emblée qu'il ne se passera rien entre eux. Ils sont trop différents. Lui aime les beaux restaurants, elle a des goûts plus simples. Elle ne serait jamais venue ici de sa propre initiative. Mike avoue que c'est la première fois qu'il y met les pieds. Ils finissent par aller dans un café de rue, où la conversation se réchauffe. Après avoir accompagné Maya en taxi, Mike regarde à la télévision un reportage sur le cambriolage qu'il avait lui-même organisé, avant d'y renoncer. Mike rend visite à Manny pour régler sa part. « Qui serais-tu sans moi, hein ?» Ce manque de respect ne lui plaît pas du tout. Lors de leur prochaine rencontre avec Armand, Manny lui ordonne de surveiller Mike, de savoir ce qu'il prépare, et une fois le cambriolage réussi,
de dévaliser le voleur lui-même. Une tautologie de gangster. Laisse-le faire tout seul. Et toi, tu n'auras plus qu'à le secouer. Harmon commence à espionner. Il observe Mike retrouver le hacker dans un café, qui lui transmet des informations sur Sharon. Quand celui-ci repart, le blond le prend en filature grâce à un traceur pour chien glissé sous son véhicule. Chez lui, Mike se connecte à un site codé où Devon a déposé les données piratées de Sharon. Connaissant désormais ses rendez-vous, Mike feint de tomber par hasard sur elle dans un parking. Le soir, Mike passe du temps chez Maya, qui s'étonne que son appartement soit aussi impersonnel, comme s'il venait tout juste de s'y installer. Aucun objet personnel, aucune photo de famille. Le détective Lu et ses collègues enquêtent sur le cambriolage et soupçonnent la présence d'un second gangster dans le magasin. En visionnant les caméras de sécurité du dossier précédent, une seule caméra a capté le véhicule du suspect. Lu comprend que le voleur a changé de voiture avant de rejoindre l'autoroute 101. En sortant sur son balcon pour prendre l'air, Mike remarque un motard suspect en bas de chez lui. Comprenant qu'il est surveillé, il inspecte sa voiture et découvre une balise dissimulée sous le châssis. Aussitôt, il déménage dans un nouvel appartement. Comme le disait le 13e apôtre Rufus, « Si ton ennemi sait où tu es, sois ailleurs. » Mais Harmon n'est pas non plus en reste. Se faisant passer pour un livreur, il entre chez Devon et l'interroge pour savoir ce que Mike lui avait demandé. Mike se rend à une exposition d'art où se trouve Sharon, et lui propose de s'isoler pour parler. Mike lui avoue qu'il la suivait, et lui demande de l'aider à cambrioler un client de son entreprise, en promettant que personne ne sera blessé, seulement la compagnie d'assurance. La femme refuse. Mais au cas où elle changerait d'avis, Mike lui conseille de poster une photo de plage sur ses réseaux sociaux. En la regardant partir, le voleur aperçoit le motard qui la prend en filature, le même qu'il avait vu sous ses fenêtres. Mike se lance dans une course-poursuite nocturne pour rattraper ce motard indésirable. Les motards, personne ne les aime. En provoquant un accident en chemin, Harmon finit par percuter une voiture et passe par-dessus le capot. Étourdi par sa rencontre avec le bitume, il repart à pied vers le commerce le plus proche. Comprenant que c'est Manny qui avait envoyé ce type, Mike lui explique clairement les conséquences. Si le motard croise à nouveau Mike, ce sont les yeux d'Harmon qui en pâtiront. Les enquêteurs, en passant en revue les parkings souterrains de la zone suspecte, retrouvent la voiture du lieu du crime et appellent la police scientifique. Ils parviennent à relever une tache de sang, la première trace concrète du voleur insaisissable. Le détective Lu, ayant appris la trahison de sa femme, part chercher un équilibre dans un cours de yoga, où il croise de nombreuses femmes, dont Sharon. Rappelé pour un nouveau vol, Lu est témoin d'une scène troublante. Ses collègues ont abattu un voleur qui n'était pas armé. En faisant son rapport, le tireur glisse un pistolet dans la main du mort pour justifier l'usage de la force. Mais Lu refuse d'attester que le voleur représentait une menace. Cela déclenche une enquête interne, et tous les participants à l'incident sont suspendus. Alors qu'il fait ses cartons, on lui apporte les résultats de l'analyse ADN prélevée dans la voiture du parking. Dans les toilettes, Lu consulte le dossier. Il y est clairement établi que le voleur insaisissable se nomme James Davis, déjà arrêté par le passé pour une rixe. Sharon apprend que Madeline a signé le contrat avec Monroe, le dossier qu'elle gérait depuis longtemps. Après la réunion, son patron lui annonce qu'elle n'obtiendra pas de promotion, invoquant la mauvaise santé des affaires. Et si elle songe à partir chez un concurrent avec son portefeuille client, il veillera à lui fournir une mauvaise référence. Comprenant qu'elle n'est qu'une ressource jetable, Sharon se rend à la plage et y poste des photos sur ses réseaux sociaux. C'est le signal convenu avec Mike. Elle est prête à collaborer pour se venger. Quand il la contacte, Sharon lui révèle les plans de Monroe pour acheter des diamants, destinés à financer les frais de sa fête. Bijoux et liquidités compris, cela représente 11 millions de dollars, dont 3 que la femme réclame comme sa part. Après avoir réfléchi au plan, Mike charge Sharon de lui transmettre l'heure d'arrivée du livreur. Il se rend ensuite à l'hôtel où doit avoir lieu la transaction pour en faire la reconnaissance. Le soir, chez Sharon, un homme qui n'a pas tenu compte de l'avertissement lancé à Harmon débarque et la frappe. Après l'avoir frappée, il découvre qu'elle prépare quelque chose avec Mike, puis prend en filature l'un des employés de l'hôtel. Le lendemain, Sharon retrouve Lu et lui raconte tout. L'affaire sentait le piège, et moi j'étais au régime. Puisque je me suis présenté de mon plein gré, je n'irai pas en prison. Le policier lui ordonne de continuer à faire comme si de rien n'était. Il se rend lui-même au dépôt des preuves, où il récupère les faux diamants saisis sur le voleur abattu la veille. Mike prévient Maya qu'il doit s'absenter quelques jours pour le travail. La jeune femme sent qu'il lui cache quelque chose et prend ses distances. Le voleur, frustré, se concentre malgré tout sur l'opération en cours. La nuit, Sharon communique à Mike et a lu l'heure d'arrivée du livreur. Le lendemain matin, on découvre que la femme a passé la nuit chez le détective, qui s'est délicatement installé sur le canapé. Mike attend au parking de l'aéroport le chauffeur du livreur, qu'il menace sous la pointe d'un pistolet pour prendre sa place.
Il envoie un message au livreur pour lui signaler qu'il l'attend, sans savoir que celui-ci a déjà été contacté par la sécurité. Quand Mike retrouve le livreur de diamants, il ne se doute pas que c'est le détective Lu qui a pris la place du chauffeur. Il n'avait jamais vu cet homme auparavant. En route vers l'hôtel, un dialogue s'engage entre eux. En jouant le profil d'un étranger, Lu s'étonne de voir autant de sans-abri dans les rues de Los Angeles. Mike confie avoir grandi dans une famille modeste, mais avoir réussi à s'en sortir. Son passager répond qu'enfant, il avait un rêve jamais réalisé, faire une virée en Mustang, comme Steve McQueen. Sharon, ayant décidé d'en finir avec cette situation, prend Madeline à part et lui conseille de ne pas se fier à leur patron. Il utilise son image de jeune loup pour envoyer des jeunes femmes séduire des hommes riches et décrocher des contrats juteux. Mais il ne faut pas espérer d'avancement en retour. On la mettra à la porte comme un verre jetable, le moment venu. À l'hôtel, Mike accompagne Lu jusqu'à la chambre de Monroe. Pour entrer, il passe à l'action. Il sort son pistolet et ordonne au propriétaire, à sa fiancée et au livreur de se mettre à genoux. Il leur ordonne d'ouvrir le coffre-fort, d'en sortir les billets pour les mettre dans une valise, puis d'ouvrir le compartiment à bijoux. Lui ouvre la valise, dans laquelle il avait dissimulé un pistolet. Saisissant l'occasion, il s'en empare et le braque sur le voleur. Il révèle son identité, annonce à Mike qu'il le connaît jusqu'à son vrai nom, et lui précise qu'il ne tirera pas, ce n'est pas son style, et de toute façon, c'est une autre affaire. À ce moment précis, Armand, muni d'une carte d'employé volée, pénètre dans l'hôtel. Il monte à l'étage et entre dans la chambre avec l'intention de voler Mike lui-même. Pointant son arme sur le policier et se servant de Monroe comme bouclier humain, Armand ordonne à Lu de baisser son arme. Pour montrer qu'il est sérieux, le blond tire sur le millionnaire, le blessant au bras. Lui propose à Armand de prendre les bijoux et de partir, mais ne baisse pas son arme. Un coup de feu éclate. Armand, touché à la tempe, s'effondre, éclaboussant Lu de sang. Le voleur tient toujours le policier en joue, mais lui perçoit que Mike n'est pas un tueur de sang-froid. Il le convainc avec soin de baisser son arme, puis lui propose un arrangement. Mike quitte le pays, la Scandinavie, par exemple, où il pourrait refaire sa vie sous un nom à consonance viking. En échange, lui désignera Armand comme le coupable de tous les cambriolages, en faisant de lui le bouc émissaire idéal. Quand Monroe tente de s'opposer à l'accord, le détective lui rappelle qu'il s'agit ici d'une vente illégale de diamants. Si la police se met à creuser, d'autres affaires financières douteuses risquent de remonter à la surface. Après avoir appelé ses collègues et réglé les derniers détails, le détective monte dans le bus et rentre chez lui. En chemin, il sort de sa poche un petit sachet de diamants. Il a échangé les vrais bijoux du livreur contre les faux pierres récupérées dans l'épreuve. Un vieux tour de passe-passe pour un ancien prestidigitateur. Lui apporte les bijoux à Sharon, en compensation de 12 ans de loyaux services dans l'assurance. En retour, elle lui montre un message de Mike, déjà parti, avec les coordonnées d'un parking souterrain. Arrivé sur place, le policier découvre une Chevrolet Camaro recouverte d'une bâche. Pas une Mustang, mais c'est déjà bien pour un cadeau d'adieu. Il récupère les clés cachées sous le chapeau, démarre la voiture et s'engage joyeusement sur la route. La vie est trop courte pour conduire des voitures ennuyeuses. Dans son bureau, Maya reçoit un courriel de Mike, une photo de son enfance avec ses frères. Il écrit qu'il a commis une erreur, qu'il a laissé passer la chance de la revoir, et demande une deuxième chance.